Elle se tenait figée aux funérailles de notre mère, la bouche légèrement entr'ouverte, fixant l'homme à mes côtés et l'homme pour lequel elle m'avait autrefois trahi. Mais la justice est arrivée vêtue d'un costume sur mesure gris anthracite. S'il vous plaît, restez avec moi pendant que je vous raconte mon histoire, et n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en aimant et en partageant avec vos proches. Ma sœur et moi étions proches, plus proches que la plupart des frères et sœurs ne le sont jamais. Nous avons grandi en partageant des secrets sous des cabanes de couverture, en échangeant nos vêtements et en chuchotant nos souhaits les plus profonds dans l'obscurité. Je faisais plus confiance à Sophie qu'à quiconque dans ce monde. Alors, quand j'ai rencontré Marc, un cadre charismatique et en pleine ascension qui me donnait l'impression d'être la protagoniste d'un conte de fées moderne, je l'ai amenée dans ce rêve, elle aussi. Elle m'a aidé à choisir les compositions florales pour la réception, a ri avec moi pendant les dégustations de menus et a dit à tous ceux qui voulaient l'entendre à quel point elle était ravie pour moi. Je la croyais vraiment. Mais j'ai commencé à remarquer de petites choses, la façon dont son regard s'attardait sur lui juste une seconde de trop à travers la table du dîner, comment elle se présentait, accidentellement, au café quand lui et moi avions prévu un rendez-vous. La plaisanterie aguicheuse qu'elle avait faite et qui semblait un peu trop intime, qu'elle balayait toujours comme une plaisanterie inoffensive entre futurs membres de la même famille. Puis, 2 semaines avant le mariage, Marc a mis fin à tout, brusquement et froidement. Il n'y a eu aucune véritable explication, juste un mur de glace. Il a disparu, et elle aussi. Quelques jours plus tard, je les ai vus sur les réseaux sociaux à Santorin, se tenant la main sous les lumières de la ville, souriant comme s'ils ne venaient pas de détruire une vie. Mon monde s'est brisé. J'ai tout effacé, réseaux sociaux, contacts, et même mes rêves de famille. J'ai fait mes valises et j'ai déménagé à 5 états de là sans le dire à une seule âme. J'avais besoin de me reconstruire seul. 6 années ont passé. Je me suis concentré sur la guérison, le travail et l'évolution. J'ai lancé ma propre entreprise. J'ai rencontré quelqu'un de gentil, brillant et bien plus authentique que Marc ne l'a jamais été. Nous avons construit une vie ensemble, calmement et solidement. Puis, maman est décédée. Je suis rentré à la maison pour le service funéraire, ne sachant pas à quoi m'attendre. En entrant, vêtu de noir avec la main de mon mari tenant doucement la mienne, tous les regards se sont tournés vers nous. Mais le sien? Ils se sont figés. Sophie fixait l'homme à mes côtés, son visage pâle tordu alors que la reconnaissance la frappait comme une gifle physique. L'homme debout à côté de moi était un entrepreneur millionnaire dans la technologie qu'elle avait autrefois essayé de poursuivre, sans succès, des années auparavant lors d'un gala. Il lui a souri poliment, complètement inconscient de la tempête derrière ses yeux. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin de crier. Son silence, ses yeux écarquillés et la main tremblante agrippant le bras de mon ex-fiancé me disaient tout. J'ai baissé les yeux sur la bague en diamant à mon doigt, accrochant la lumière même dans l'église sombre. Elle avait volé mon passé, mais elle ne pouvait pas toucher à mon avenir. J'avais gagné sans même essayer. Et le karma il est venu silencieusement, en me tenant la main. De l'extérieur, ma vie avant l'accident semblait parfaite. J'avais une famille chaleureuse et solidaire, une belle maison, une carrière prometteuse et le genre d'histoire d'amour que les gens envient sur Instagram. Quand j'ai rencontré Marc, cela ressemblait au destin. Il était prospère, charmant et généreux, tout ce que je pensais vouloir chez un partenaire de vie. Mes parents l'adoraient. Mes amis nous appelaient un couple puissant. Et Sophie, elle souriait et disait qu'elle était heureuse pour moi, me disant à quel point j'avais de la chance d'avoir trouvé un homme comme lui. Au début, j'ai ravalé mes doutes. Mais ensuite, les petites choses ont commencé à s'accumuler comme un robinet qui fuit lentement. Je la surprenais à fixer Marc quand elle pensait que je ne regardais pas. Elle riait un peu trop fort à ses blagues sèches, complimentait son eau de Cologne en se penchant trop près, et a même dit une fois, si jamais tu disparais, je mets une option dessus. J'en ai ri, mais mon estomac s'est noué. Je ne voulais pas être paranoïaque. Je ne voulais pas être cette fille qui accuse son propre sang de quelque chose d'aussi dégoûtant. Elle était ma famille, et Marc et il m'aimait, ou du moins c'est ce que je pensais. La fête de fiançailles a été le moment où le sol sous mes pieds a finalement cédé. Sophie portait une robe d'une nuance de cramoisi trop audacieuse et une taille trop petite, quelque chose qui a même fait pincer les lèvres de ma mère en une ligne fine. Elle s'est accrochée à Marc toute la soirée, agissant moins comme une future belle-sœur et plus comme une compagne possessive, remplissant constamment son verre de scotch et chuchotant des blagues privées à son oreille.
J'ai souri à travers tout cela, la belle mariée faisant semblant de ne pas voir les étincelles voler entre eux, faisant semblant que j'imaginais juste la trahison. Mais ensuite, j'ai entendu quelque chose que je n'étais pas censé entendre. J'étais sorti sur la terrasse pour prendre l'air, loin du bruit de la célébration. À travers les portes-fenêtres entr'ouvertes, j'ai entendu sa voix basse, enfumée et familière, « Tu ne la veux pas vraiment, Marc. Tu te sens juste obligé parce que tu es allé trop loin. » Je n'ai pas entendu sa réponse. Je ne le voulais pas. Mon cœur se fracturait déjà dans ma poitrine. Pourtant, j'espérais avoir tort. Peut-être que c'était le vin qui parlait. Peut-être que je réfléchissais trop. Alors, je suis restée silencieuse. Une semaine avant la cérémonie, Marc a appuyé sur la détente. L'annulation du mariage n'était pas une discussion, c'était une notification. Il n'y a eu aucune explication réelle, juste un détachement froid. « Ça ne marche pas », a-t-il dit en regardant le mur derrière moi. « C'est mieux ainsi. » 72 heures plus tard, un ami commun m'a envoyé une capture d'écran. C'était eux, mon fiancé et ma sœur sur un yacht à Santorin, s'embrassant devant le coucher du soleil. Cette photo a été le coup de grâce. Je me suis volatilisé. J'ai supprimé mes réseaux sociaux, changé de numéro, quitté mon emploi, emballé seulement ce qui tenait dans mon coffre et quitté l'état sans le dire à une seule âme. Pas d'adieu dramatique, pas de dernière dispute hurlante, juste le silence. Ils pouvaient se garder l'un l'autre. Ils se méritaient. Et moi? J'avais l'impression qu'ils avaient volé toute mon identité. Je n'avais plus rien, mais j'avais aussi une page blanche. J'ai traversé 5 États, mettant des kilomètres entre moi et les décombres, car parfois tout perdre est la première étape pour devenir invincible. Après la trahison, j'ai disparu. J'ai coupé tout contact, non seulement avec Sophie et Marc, mais avec tous ceux qui nous connaissaient en tant que trio. J'avais besoin de silence. J'avais besoin d'espace. Je me suis installé dans une ville côtière endormie où l'air salin ressemblait à une purification et où personne ne connaissait mon nom ou mon histoire. J'ai changé de carrière, échangeant les salles de réunion d'entreprise et les faux sourires pour un rôle modeste dans un cabinet d'architecture spécialisé. Ce n'était pas glamour, mais cela m'a donné du temps et de la paix. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer sans sentir un poids sur ma poitrine. Mais respirer n'était pas guérir. Alors, j'ai commencé une thérapie. J'ai écrit dans mon journal jusqu'à ce que ma main ait des crampes, déversant la douleur, la confusion et l'humiliation. J'ai fait de longues promenades sur la plage, puis des courses encore plus longues. La salle de sport est devenue mon sanctuaire, un endroit où j'évacuais le chagrin à 1 kilomètre, une répétition, une larme à la fois. La transformation de vie ne s'est pas faite du jour au lendemain, elle a été lente, désordonnée et parfois insupportable. Mais j'ai continué à être présente pour moi-même. Chaque semaine, je me sentais plus forte. Un après-midi calme, sur un coup de tête, j'ai enregistré un nom d'entreprise, Sanctuary Design. Je n'avais aucun plan et aucun financement, juste le désir obstiné de créer des espaces où les gens se sentaient en sécurité, quelque chose que j'avais perdu. J'ai commencé petit, en faisant du homestaging pour des agents immobiliers locaux et en proposant des consultations virtuelles. Le mot s'est répandu, les clients sont venus, l'entreprise a grandi et, quelque part au cours de ce voyage, Louis est apparu. Nous nous sommes rencontrés lors du vernissage d'une galerie d'art locale que j'ai failli ne pas fréquenter. Il n'était ni tape à accent grave-l'œil ni arrogant, il était calme, sûr de lui et avait ce genre de confiance tranquille qui n'avait pas besoin de faire ses preuves. Il était entrepreneur dans la technologie, mais on ne l'aurait jamais deviné à son jean usé et à son rire facile. Nous avons parlé d'impressionnisme, de voyage et de but, pas une seule fois d'argent ou de statut. Cela semblait sûr. Je ne lui ai pas parlé de mon passé, pas encore. Je voulais qu'il me connaisse, moi, pas la version brisée que ma sœur et mon ex avaient aidé à créer. Il a respecté cela. Au fil du temps, sa gentillesse, sa cohérence et son honnêteté ont commencé à faire fondre les murs que j'avais construits. Là où Marc avait utilisé le charme comme une arme, Louis utilisait sa présence comme protection. Un matin d'hiver vif, après une randonnée sur les falaises avec un thermos de café chaud entre nous, il a sorti une bague. Je n'ai pas hésité. J'ai dit oui, pas par vengeance, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que pour la première fois depuis des années, je me sentais entière. Ce que je ne savais pas alors,
c'était à quel point tout cela deviendrait poétique, comment le destin me donnerait une place au premier rang pour observer le karma, servi non pas avec rancune, mais avec succès professionnel. Ce moment arrivait. Et quand il est arrivé, je n'aurais pas à dire un mot. Ma vie parlerait d'elle-même. De retour dans ma ville natale, la vie parfaite de Sophie commençait à se fissurer aux yeux du monde extérieur. Elle s'accrochait encore à l'image comme à une bouée de sauvetage, vêtements de créateur, selfies soignés et légendes sur les âmes sœurs et les bénédictions. Mais sous les filtres, les choses s'effondraient. L'homme qu'elle pensait être son prix, mon ex-fiancé, était devenu distant et froid. Il rentrait tard, chuchotait lors d'appels téléphoniques dans le garage et passait plus de nuits à l'hôtel pour « affaires » que dans leur lit conjugal. Elle essayait de tenir bon, bien sûr. Elle poussait le conte de fées plus fort sur les réseaux sociaux, mais les gens remarquaient. Son sourire n'atteignait plus tout à fait ses yeux, il semblait tendu et fragile. L'éclat s'était estompé. Les amis auprès desquels elle se vantait autrefois s'éloignaient doucement, mal à l'aise avec la tension qui émanait d'elle. Et puis est venu le stress financier. Les affaires de Marc ont tourné au vinaigre. Leurs économies ont diminué. Les vacances ont cessé. Le luxe a commencé à ressembler à un costume qu'elle ne pouvait plus se permettre. L'amertume s'est installée, non seulement envers lui, mais envers tout le monde. Elle claquait la porte au dîner de famille, levait les yeux au ciel pendant les conversations et critiquait les gens qui essayaient simplement d'aider. Mais curieusement, elle n'était plus jalouse de personne en particulier, c'était comme si l'envie s'était tournée vers l'intérieur. Elle avait gagné le prix, mais avait quand même perdu la partie. Lors des événements familiaux, j'ai entendu dire qu'elle demandait de mes nouvelles nonchalamment au début. Quelqu'un a eu des nouvelles d'elle? Puis, avec plus de curiosité. Quand personne n'avait de réponse, j'avais disparu si complètement que même mes parents avaient cessé d'essayer d'expliquer où j'étais allé. Elle a commencé à me chercher, vieux identifiants Instagram, LinkedIn, même des forums obscurs. Elle faisait défiler les pages pendant des heures pour essayer de comprendre où j'étais allé et ce que je faisais, désespérée d'avoir une comparaison. Elle ne l'a jamais dit ouvertement, mais on m'a dit que le regret commençait à se manifester de petites manières, une longue pause avant de porter un toast lors d'un dîner de fête, une histoire sur notre enfance qu'elle racontait avec un peu trop de tendresse. Un soupir quand quelqu'un évoquait le mariage qui n'avait jamais eu lieu. Mais même alors, elle continuait de justifier ce qu'elle avait fait. Ce n'était pas le véritable amour, disait-elle. Ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Elle se disait que si elle ne l'avait pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Elle s'accrochait à cette excuse même alors qu'elle s'effilochait entre ses mains. Et puis est venue la nouvelle des funérailles. Elle ne s'attendait pas à m'y voir. Elle ne s'attendait certainement pas à la voiture de luxe noire ou à l'homme qui en sortirait avec moi. Ce fut le moment où sa justification allait voler en éclats, et où elle saurait que le passé qu'elle avait enterré revenait la hanter. Quand maman est décédée, la nouvelle m'a frappé plus durement que je ne l'avais prévu. Le chagrin a une étrange façon de trouver la partie la plus tendre de vous, peu importe l'armure que vous avez construite. Malgré tout, je savais que je devais y retourner non seulement pour elle, mais pour moi. Cela faisait 6 ans que je n'avais pas mis les pieds dans cette ville, 6 ans que je m'étais volatilisé. Je suis entré dans l'église main dans la main avec Louis. Nous étions vêtus de noir simple, élégant et discret, mais indéniablement puissant. Sa présence à mes côtés a immédiatement fait tourner les têtes. Les conversations se sont arrêtées au milieu des phrases. Les gens nous fixaient, chuchotant derrière leurs mains en coupe. Et puis je l'ai vue. Sophie s'est figée. Sa bouche s'est entr'ouverte juste un peu, ses yeux le scannant avec incrédulité. Louis était différent maintenant de l'homme qu'elle avait pu voir dans les magazines, costume plus net, posture plus forte et la confiance tranquille d'un homme qui avait construit quelque chose de réel. Mais elle l'a reconnu. Oh, elle savait exactement qui il était. Je l'ai vu sur son visage la lueur d'un souvenir humiliant. Des années auparavant, bien avant Marc, elle avait essayé de flirter avec Louis lors d'un événement professionnel. Il l'avait repoussé poliment mais fermement, indifférent au jeu qu'elle jouait. Elle ne lui avait jamais pardonné ce rejet. Et maintenant, il était là, non seulement présent, mais mien. Elle a essayé de sourire, a essayé de feindre la chaleur alors que nous approchions du premier rang. Je ne savais pas que tu venais, a-t-elle dit, sa voix juste un peu instable, les yeux passant de l'un à l'autre. J'ai hoché la tête poliment. Bien sûr. C'est maman. Louis lui a serré la main avec un calme exercé,
comme s'il ne savait pas exactement ce qu'elle m'avait fait. S'il se souvenait d'elle des années auparavant, il ne l'a pas montré. C'était ça le truc avec lui, il n'avait rien à prouver. Son succès ne criait pas, il parlait en silence, dans la façon dont les gens s'écartaient de son chemin sans même s'en rendre compte. Tout au long du service, j'ai senti ses yeux sur moi me mesurant, me comparant, cherchant des défauts. Je n'ai pas bronché. Je n'avais pas à le faire. J'avais déjà gagné. Ma famille était stupéfaite, non seulement par la personne avec qui j'étais, mais par ce que j'étais devenu. Plus la fille brisée et trahie qui avait disparu, j'étais posée, sûre de moi et radieuse non pas en dépit de la douleur, mais grâce à la façon dont je m'en étais relevé. Elle continuait de chercher des fissures. Je pouvais voir qu'elle attendait que je m'emporte, que je trébuche, que je lui donne quelque chose pour se sentir supérieur. Mais je ne lui ai rien donné. Je n'étais pas revenu pour une confrontation, j'étais revenu pour enterrer ma mère. Mais ce que j'ai laissé derrière moi était quelque chose d'autre. Elle pensait m'avoir tout volé. Ce qu'elle a vu ce jour-là était la vérité, je n'ai jamais eu besoin de me venger. J'avais juste besoin de devenir inatteignable. Et la meilleure partie? Je ne faisais que commencer. Je n'ai jamais planifié de vengeance. Honnêtement, après tout ce que j'avais traversé, tout ce que je voulais, c'était la paix, une vie tranquille, une seconde chance au bonheur et ne jamais regarder en arrière vers les décombres. Mais la vie a une drôle de façon de transformer la guérison en justice poétique sans même que vous leviez le petit doigt. Louis n'était pas seulement gentil et loyal, il avait un succès incroyable d'une manière qui ne réclamait pas l'attention. Il a bâti son empire tranquillement et éthiquement. Et quand les gens ont finalement réalisé qu'il était le fondateur d'une grande entreprise technologique, cela a toujours été accueilli avec admiration, et non avec intimidation. Il n'était pas Marc, et Dieu merci pour cela. Après les funérailles de maman, j'ai commencé à renouer avec quelques membres de la famille élargie, des cousins qui étaient proches mais avec qui j'avais perdu contact après mon départ, et de vieux amis de la famille qui se souvenaient de moi avec affection. Le mot s'est répandu rapidement, non seulement sur mon retour, mais sur mon entreprise. Mon cabinet de design avait grandi bien au-delà de ce que j'imaginais, avec des articles dans des magazines, des prix de design et des invitations à des conférences. Mon nom apparaissait dans des endroits que Sophie n'avait jamais rêvé d'atteindre. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se défaire pour ma sœur. Chaque interaction la rendait plus erratique. Elle essayait de le cacher sous des sourires crispés et des étreintes forcées, mais elle ne pouvait pas contenir l'amertume qui s'échappait comme de l'acide. Elle m'interrompait au milieu d'une phrase, lançait de petites piques déguisées en blagues et évoquait constamment le passé comme pour essayer de rappeler à tout le monde qui j'étais autrefois. Mais plus personne ne l'écoutait. Un jour, une tante a mentionné que Sophie avait menti à la famille il y a des années. Elle avait dit à tout le monde que je m'étais enfui en disgrâce, que j'étais instable et avait même laissé entendre que j'avais des ennuis avec la loi. Rien de tout cela n'était vrai, et maintenant tout le monde le savait. Les mensonges qu'elle utilisait autrefois pour s'élever revenaient pour l'enterrer. Lentement, les invitations ont cessé. Les amis ont pris leur distance. Même son audience sur les réseaux sociaux, autrefois sa possession la plus précieuse, a diminué à mesure que la vérité faisait surface. Marc m'a contacté une fois un long email sur ses regrets, ses mauvais choix, et se demandant si je voulais parler. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même jamais fini de le lire. Je n'avais rien à dire, ma vie avait déjà parlé pour moi. J'ai vécu tranquillement. Je me suis élevé avec grâce. Je n'ai jamais jubilé, jamais confronté et jamais rien frotté au visage de qui que ce soit. Mais d'une manière ou d'une autre, cela a rendu la chose encore plus douloureuse pour elle parce que le karma il ne crie pas toujours. Parfois, il entre silencieusement, vêtu de paix, enveloppé de succès, tenant la main d'un homme bon, et je l'ai laissé faire tout le travail difficile. Je ne suis pas venu aux funérailles pour tourner la page, je suis venu dire au revoir à ma mère. Mais dans le calme de ce jour-là, quelque chose d'autre s'est produit et quelque chose que je n'avais pas prévu, quelque chose de plus fort que toute confrontation, le silence. Je ne me suis pas emporté. Je n'ai pas échangé de mots durs ni remué le passé. Quand je suis entré dans l'église main dans la main avec mon mari, j'ai simplement souri à un petit sourire calme qui disait tout ce que je n'avais pas besoin d'exprimer. Sophie l'a vu, et elle a détesté ça. Elle a essayé de masquer sa réaction, mais ses yeux l'ont trahi. Elle était habituée au pouvoir par la manipulation et le drame. Mais cette nouvelle version de moi stable,
posée et intouchable la laissait incertaine sur ses appuis. La femme qu'elle avait brisée autrefois avait disparu, remplacée par quelqu'un qu'elle ne pouvait pas ébranler. Les membres de la famille chuchotaient, je l'entendais dans les coins de la pièce. Elle va mieux que jamais. C'est son mari? Elle est incroyable. Sophie l'a entendu aussi. J'ai vu la lueur d'inconfort traverser son visage. Elle a essayé de mettre de l'huile sur le feu, bien sûr des commentaires passifs-agressifs ici et là, déguisés en blagues visant comme des poignards, mais personne n'a mordu à l'hameçon. Pas même moi. Surtout pas Louis, qui, d'un regard calme ou d'un simple mot, a mis fin à chaque tentative sans jamais élever la voix. Elle se défaisait d'heure en heure, je pouvais le voir. Elle continuait d'ajuster ses cheveux, de se justifier à l'excès et d'essayer de récupérer le devant de la scène qu'elle possédait autrefois. Mais c'était fini. Les gens ne tombaient plus sous son charme. Ils avaient vu clair en elle. Et pire, ils avaient vu l'alternative, moi. Alors que nous nous préparions à partir, elle m'a finalement coincé, presque désespéré d'avoir une sorte de confrontation ou de validation pour son amertume. Je ne lui ai donné ni l'un ni l'autre. Je l'ai juste regardé et j'ai dit doucement, tu peux garder les souvenirs. J'en ai créé de nouveaux. C'était tout. Son visage s'est décomposé pour la première fois. Il n'y a eu aucune réplique, aucun sourire narquois, aucune comédie, juste le silence. Elle est restée là alors que je m'éloignais, le poids de ses choix s'installant enfin. Le fiancé qu'elle avait volé était devenu un étranger. Son statut ne signifiait rien. Et moi, la sœur qu'elle pensait avoir écrasée, je m'étais élevé tranquillement et gracieusement, sans avoir besoin de la détruire en retour. Je suis monté dans la voiture, la main de Louis reposant doucement sur la mienne. Et alors que nous nous éloignions, j'ai réalisé quelque chose, je ne fuyais plus. J'étais enfin libre. Après les funérailles, une fois les condoléances estompées et la foule dispersée, je suis resté pour aider à trier les affaires de maman. C'était calme dans sa maison, étrangement calme. Tout sentait son parfum. J'ai ouvert son vieux coffre en cèdre, cherchant des photos, et j'ai trouvé à la place une petite enveloppe avec mon nom dessus. C'était son écriture. Mes mains tremblaient alors que je dépliais la lettre, me préparant déjà aux émotions que j'avais passé des années à réprimer. Elle était datée de près de 5 ans. Elle savait. Dans la lettre, elle écrivait qu'elle avait vu les fissures se former avant moi. Elle avait remarqué la jalousie dans le sourire de ma sœur et la façon dont les yeux de Marc s'attardaient d'une manière qu'ils n'auraient pas dû. Mais elle disait qu'elle espérait que cela passerait et que peut-être, d'une manière ou d'une autre, l'amour et la famille nous garderaient unis. Elle a admis que rester silencieuse était son plus grand regret. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû dire quelque chose, a-t-elle écrit. Mais je voulais garder notre famille unie, même si cela signifiait te regarder t'effondrer. J'ai craqué. J'étais là, des années plus tard, debout à l'endroit même où ma vie s'était autrefois sentie en sécurité, lisant maintenant la vérité que j'avais toujours soupçonnée mais jamais confirmée. Elle savait que je n'étais pas folle. Elle connaissait la douleur que je portais. Elle ne savait juste pas comment la réparer. La lettre se terminait par une seule phrase, « Vis ta vérité, pas leur mensonge ». Cette phrase s'est enroulée autour de mon cœur comme un baume. Elle était partie, mais à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'elle était revenue juste assez longtemps pour me dire qu'elle me voyait et qu'elle comprenait pourquoi j'étais parti, et que mon silence, ma distance et ma guérison n'étaient pas un abandon. C'était le pardon pour moi-même. C'était de la survie. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe. Je n'en ai parlé à personne, pas à Louis, pas à Sophie, pas même à mes amis les plus proches. Cette lettre n'était pas destinée à être partagée, c'était un dernier cadeau privé entre mère et fille. Pas de vengeance, pas de confrontation, pas de fin dramatique, juste la paix. Cette lettre n'a pas seulement clos un chapitre, elle l'a scellé avec amour. Et alors que je quittais sa maison pour la dernière fois, je ne me sentais pas lourde. Je me sentais libre. La trahison vous change, non seulement à cause de la douleur qu'elle cause, mais à cause de ce qu'elle vous force à affronter en vous-même. Je n'ai pas seulement été trahi par ma sœur, j'ai été trahi par l'homme avec qui je croyais autrefois passer ma vie. Cette double blessure a coupé profondément. Mais si vous regardez ceci et portez votre propre version de cette douleur, je veux que vous entendiez ceci, vous n'avez pas à vous venger. Vous devez juste avancer. Voici 3 choses que j'ai apprises. Premièrement, votre valeur n'est pas liée à ceux qui vous ont blessé. Leurs actions disent tout sur eux, pas sur vous.
Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en devenir. Deuxièmement, la guérison est silencieuse. Elle se produit tôt le matin, lors de conversations difficiles avec vous-même et dans la décision de vous relever même quand personne ne regarde. Ne sous-estimez pas le pouvoir de se reconstruire en silence. Et troisièmement, la paix est plus puissante que la vengeance. Je n'avais pas besoin de les détruire pour gagner. J'avais juste besoin de me redécouvrir, de construire ma vie avec intention et d'aimer quelqu'un qui me valorisait vraiment. Aujourd'hui, je ne suis pas cette femme brisée. Je suis plus forte, je suis entière et je suis libre. Alors, si vous souffrez en ce moment, tenez bon. Commencez par de petites étapes. Choisissez la croissance. Choisissez la paix. Et quand vous serez prêt, lâchez prise. Parce que parfois la meilleure vengeance est de ne pas se venger du tout. Quant à moi, je marche vers le prochain chapitre main dans la main avec l'amour que je n'attendais jamais, plus forte que je ne l'ai jamais été. Pensez-vous que j'ai bien fait de choisir la paix plutôt que la vengeance? Ou auriez-vous confronté ces personnes et exigé justice? J'aimerais savoir ce que vous auriez fait à ma place. Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si les histoires de guérison, de force et de retour silencieux vous inspirent, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à Karma Esquale et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un moment.